Ce matin, on va entamer la matinée avec la suite de cette série d'excellentes plénières que nous avons. Bien que l'amphi ne soit pas là, comme c'est le dernier ne soit pas plein, bien que c'est le dernier matin que nous soyons tous ensemble, je vous propose, avant de commencer, qu'on félicite Pierre Chenet et l'ensemble de l'équipe d'organisation lilloise pour l'excellente organisation du colloque. Merci beaucoup, Pierre. Alors, nous allons avoir ce matin le plaisir d'écouter Jocelyne Trocaz, qui, outre la qualité d'être une Savoyarde, est aussi j'en perds mon latin, une spécialiste de robotique médicale et dont les travaux sont éminemment reconnus dans le monde et qui concernent toute l'assistance par ordinateur de gestes médico-chirurgicaux. Les travaux de Jocelyne se caractérisent aussi par des contributions à la fois en interaction homme-machine, en réalité augmentée, en imagerie ultrasonore, en recalage robuste, en modélisation biomécanique. Bref, ce sont des travaux qui ont la qualité d'être fortement interdisciplinaires et de marier différents types de savoirs et de compétences, ce qui me paraît tout à fait remarquable. Et puis ce sont aussi des travaux qui à la fois contiennent des contributions méthodologiques et aussi ont toujours été orientés vers le transport vers la pratique clinique. C'est quelque chose qui est aussi tout à fait intéressant. À titre personnel, j'ai été très impressionné par les travaux récents sur les robots mous et furtifs qui s'adaptent à la physionomie des patients. Ces travaux ont été jugés à ce point intéressants pour la pratique clinique par les chirurgiens et par les médecins que Jocelyne est, je crois, l'une des rares personnes qui ne soit pas issue du monde médical qui ait été élue à la noble assemblée de l'Académie nationale de chirurgie. Jocelyne a aussi reçu la médaille d'argent du CNRS et sans plus attendre, je vous cède la parole. Merci beaucoup, merci pour cette introduction, merci pour l'invitation à vous présenter ce travail. Merci d'être là, les rescapés du dîner de gala. Donc merci, je vais essayer de vous maintenir en éveil avec une présentation de travaux qui sont un mélange de mes travaux personnels. Vous allez voir que j'ai beaucoup travaillé sur la prostate, donc il y a beaucoup de messieurs qui se sentiront peut-être concernés. Il y a des travaux plus communautaires au niveau de l'équipe à laquelle j'appartiens, au laboratoire Team C, et certains travaux également qui sont faits en collaboration avec des membres du LABEX CAMI que je coordonne. C'est un LABEX national qui réunit 6 labos donc dans la thématique des GMCAO, gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur. Donc il s'agit d'images de robotique au service des patients, donc très orienté vers les applications. Je ne vais pas vous montrer des choses trop cochonnes, normalement ça devrait bien se passer. Alors, un petit peu de contexte clinique, puisque c'est vraiment un domaine qui est inspiré par un besoin très concret des cliniciens. Vous savez que la médecine, alors on est tous patients, moi je l'ai été il n'y a pas longtemps avec des petits soucis, mais on est tous sujets de ces interventions. Et donc la médecine tend évidemment à augmenter sa qualité, augmenter l'efficacité, la sécurité, le confort pour le patient, également pour les équipes cliniques. On essaye effectivement que les gens aient moins de douleurs, moins de complications, restent moins longtemps à l'hôpital. On essaye de gagner du temps. Alors, pour des bonnes raisons ou des mauvaises, des fois, c'est parce qu'on a moins de personnel. Et puis, on essaye d'économiser de l'argent. Alors, je ne sais pas si la technologie fait économiser de l'argent, c'est une question complexe. Mais dans tous les cas, effectivement, on a besoin d'avoir cette qualité et d'être capable d'évaluer la qualité des gestes. Et il y a le contexte également de la certification des médecins afin de démontrer qu'ils soient autorisés à pratiquer tel ou tel geste. Alors en tant que patient, on a envie effectivement que les gestes soient moins invasifs, mais pour les cliniciens, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'ils perdent beaucoup de dextérité. Alors vous voyez en haut, ici, donc les choses traditionnelles maintenant d'opération laparoscopique où on utilise, on ne voit pas ma souris. Est-ce qu'on voit ma souris? Non, on ne voit pas ma souris. Oups. Ah, excusez-moi, c'est reparti. Ah, bon, petit problème. Alors en haut, vous voyez ces opérations où on introduit des outils
dans l'abdomen d'un patient sous contrôle vidéo. Alors évidemment, le clinicien perd de la dextérité, perd également de la perception, puisqu'il n'a plus tellement de perception tactile, plus de perception visuelle 3D en général. Et puis, on pousse l'extrême maintenant jusqu'à, vous voyez, en haut à droite, sur l'idée d'avoir un accès avec un seul point d'entrée pour éviter d'avoir des petites cicatrices. Et donc, tous les instruments et toute l'optique passent par un seul canal opérateur. Et quelquefois, donc ça complique évidemment beaucoup la représentation du geste pour le clinicien. Quand il bouge ses ciseaux à l'extérieur, il faut qu'il se représente ce que ça va donner en termes des déplacements d'outils intérieurs. Et l'espace de travail est évidemment très réduit, très contraint, et contraint par ce point d'accès. On va jusqu'à avoir ces endoscopes flexibles avec des instruments et de l'optique que vous voyez également dans cette slide. Et donc tout ça, effectivement, rend le geste plus compliqué pour les cliniciens. Les cibles sont plus petites, donc ce qui est bien pour le patient est moins bien pour l'équipe clinique. Alors tout ça baigne évidemment dans beaucoup d'informations, de plus en plus d'informations, donc des images, beaucoup. Moi je vais beaucoup parler d'images parce que c'est vraiment une information de base dans les choses qu'on réalise, mais ces informations peuvent être tout ordre, des signaux de diverses sortes, des informations plus générales sur des patients, sur le patient, sur des populations qui sont utilisées. Donc tout ça pour vous donner un petit peu ce contexte où justement les cliniciens qui sont plutôt des équipes cliniques ont à prendre des décisions et à réaliser des gestes de qualité, et il faut être capable de le prouver. Et donc l'ordinateur et les assistances techniques vont donner vraiment un plus à ce genre de défi. Alors tout ça a commencé il y a longtemps. Il y a une petite frise, alors c'est pas utile de regarder le détail. S'il faut se rappeler quelque chose, c'est que ce domaine des GMCAO, il a commencé dans le début des années 80 avec les premiers robots médicaux, je vous montrerai ça juste après. Et en fait, il résulte vraiment de l'évolution de plein de disciplines en parallèle. Alors évidemment la médecine et la chirurgie, qui existent depuis des millénaires. Donc, qui ont eu déjà un versant endoscopique il y a très longtemps. Vous voyez que l'endoscopie date, premier geste un petit peu endoscopique, date de 1806. Des dispositifs de repérage, là vous voyez en bas une espèce de cadre qui était un précurseur de système de repérage actuel, qui date de 1890. Et puis tout ça, évidemment, a progressé avec les découvertes de la physique, les rayons X, le sonar pour les ultrasons, la RMN, etc. Et tout ça, combiné à de l'informatique, a permis de faire de l'imagerie 3D, dont on sert évidemment de manière quotidienne depuis quelques décennies. Et donc, vous rajoutez un petit peu de robotique à tout ça, et vous avez ce domaine du geste médico-chirurgical assisté par ordinateur, donc qui se propose d'aider à la réalisation du geste par une meilleure utilisation de l'information, une fusion vraiment quantifiée de cette information pour planifier et réaliser un geste de manière précise. Alors précise, il ne faut pas faire une fixation sur ce mot-là, efficace est le mot le plus important. Alors ça c'est une notion aussi importante, souvent en tant que chercheur ou ingénieur, on a tendance effectivement à privilégier l'évaluation technique, ce qui évidemment est indispensable, mais dans ces systèmes-là, il y a un au-delà. Il faut prouver également que le système que vous développez, il sert à quelque chose cliniquement. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un robot pour aider à poser une prothèse, eh ben, il faut montrer que la prothèse est mieux posée. Et ça n'est pas qu'une histoire de précision, c'est aussi des choses du point de vue fonctionnel par rapport, par exemple, à la mobilité du patient ou à des complications X ou Y. Donc il y a cette évaluation clinique qui est extrêmement importante. Et ces systèmes-là, ils sont également extrêmement intéressants pour aider à l'apprentissage de nouvelles techniques. Alors, j'avais entendu justement à l'Académie de chirurgie un exposé très intéressant d'un monsieur qui s'appelle René Amalberti, qui disait que la demi-vie des connaissances médicales, c'est-à-dire
le temps qu'il faut pour qu'à peu près 50% des connaissances soient renouvelées était d'environ 5 ans en médecine. Alors ça ne veut pas dire que ce qu'on savait en anatomie est faux, mais les techniques et tous les progrès de la médecine, vous voyez, en 5 ans, on en renouvelle à peu près la moitié. Et du coup, ça pose une vraie question de formation continue. Hein. Il faut du temps pour apprendre, donc il faut réduire les courbes d'apprentissage. Et du coup, ces systèmes vont aussi proposer des outils éventuellement de simulation pour aider à faire cet apprentissage de manière aussi efficace que possible. Donc, revenons au début de l'histoire. Donc, les premiers systèmes, ça a été développé pour de la neurochirurgie stéréotaxique. Alors, c'est quoi cette chose-là? Neurochirurgie, c'est la chirurgie du cerveau, essentiellement. Et donc, stéréotaxique, ça veut dire qu'on va atteindre une cible définie assez précisément. Alors, généralement, c'est un geste assez simple, c'est aller prendre un tissu quelque part ou aller mettre une électrode quelque part. Donc le geste, c'est insérer typiquement un outil linéaire, mais on le fait via un petit orifice de quelques millimètres, et donc toute la difficulté va être le repérage. Alors il faut planifier la position que l'on veut atteindre, il faut planifier une trajectoire qui ne laisse aucune structure vasculaire ou qui ne passe pas dans certaines zones du cerveau, évidemment, qui sont extrêmement précieuses. Et ensuite, il va falloir réaliser cette trajectoire selon la planification. Donc ce n'est pas un geste qui est compliqué techniquement, mais ce qui est compliqué, c'est de savoir où faire ce geste. Et donc ce que vous voyez là, alors on ne voit pas forcément très bien ce qui est écrit, mais enfin c'est une coupure de presse du New York Times de 1985 qui rapportait donc une expérience avec un robot qui était un petit robot Unimation, Puma Unimation, qui permettait de positionner un guide mécanique, donc c'est ce qu'on voit sur la gauche en bas. Le patient étant positionné dans un scanner, le radiologue détectait la zone qu'il voulait opérer, planifiait la trajectoire, et moyennant le fait qu'il faut faire une relation entre les coordonnées du robot et les coordonnées de l'imageur, donc une calibration, eh bien le robot matérialisait la trajectoire de perçage du crâne pour réaliser la trajectoire. Donc vous voyez, ça c'est pas de la robotique qui fait à la place du clinicien, là c'est une robotique qui assiste, c'est-à-dire que le robot porte un guide mécanique. C'est ce qu'on voit également dans la photo en bas à droite, donc un système développé à Grenoble, la thèse de Stéphane Lavallée, ça c'est le premier patient en 1989, donc vous voyez ça fait 30 ans. Et donc ce robot, là encore, portait un guide mécanique sur lequel pouvait s'appuyer le chirurgien pour réaliser son geste. D'accord ? Et donc, évidemment, il y avait également, dans cet aspect au bloc opératoire, toute la question de la fusion des images préopératoires, IRM, scanner, avec des radios faites au bloc opératoire. Alors, à la même époque, il y a eu les premiers systèmes de navigation chirurgicale. Donc, c'est ce qu'on voit en haut à droite. Donc, un bras codé qui porte un instrument qui permet de savoir où il est dans l'espace et de se replacer par rapport à un examen préopératoire. C'est vraiment la métaphore de votre GPS qui replace votre voiture dans une cartographie préacquise. D'accord ? Donc ça, c'était vraiment les débuts de ce domaine-là, avec ces systèmes de navigation qui sont passés vraiment... Les systèmes de navigation chirurgicale en neurochirurgie stéréotaxique, maintenant, c'est un outil quotidien. En France, il y a, je crois, plus de 90% des blocs qui sont équipés de ces systèmes de navigation. Donc c'est vraiment le bistouri standard du neurochirurgien. Alors, pour revenir à des choses plus générales, donc vous avez vu déjà un petit peu aperçu, en tout cas, qu'on avait effectivement dans ces systèmes-là, évidemment, des informations qui concernent le patient en lui-même, beaucoup d'images, des scanners, des IRM, des radios, des échographies, tout ce qu'on veut, qu'on allait devoir mettre ensemble ces informations, les mettre également ensemble avec des tas d'informations a priori qui peuvent provenir du patient, mais dans des temps antérieurs, ou d'autres patients, ou des modèles. On peut avoir des modèles biomécaniques, des modèles statistiques, etc. Et toute cette information, si on est capable de la réunir, va servir à planifier un geste
à trouver le meilleur traitement ou faire le meilleur diagnostic possible pour ce patient à partir de cette information. Donc il y a des aides pour la perception, pour la prise de décision, et ensuite, alors on peut aussi, comme je vous disais, avoir des outils de simulation, soit pour l'entraînement, soit pour anticiper les conséquences d'un geste, avoir une espèce voilà, on joue l'intervention avant qu'elle ne se réalise. On fait ça beaucoup dans des interventions, par exemple en chirurgie maxillofaciale. Et ensuite des systèmes de guidage, donc soit robots, alors plus ou moins intelligents, plus ou moins automatiques, souvent pas très intelligents et pas très automatiques. Ceux qui sont utilisés en clinique à l'heure actuelle, la plupart sont téléopérés, et des systèmes de navigation chirurgicale. Et donc, comme il a été très bien dit dans mon introduction, c'est un domaine qui est très très interdisciplinaire. Donc voilà, il y a des lympho, des maths, du traitement du signal, de l'image, des problèmes inverses, de la bioméca, de la médecine, de la chirurgie, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment un domaine où on part de choses qui peuvent être un peu amont, un peu théoriques, à des choses très pratico-pratiques. Et on peut aller jusqu'à leur évaluation clinique, c'est ce que vous voyez ici. Alors, d'un point de vue de l'évolution du paysage clinique, on est parti, au début on a travaillé beaucoup sur... alors, neurochirurgie, vous allez me dire que le cerveau, c'est comme tissu rigide, on fait mieux, mais à l'époque, on s'intéressait à cette neurochirurgie stéréotaxique avec des petits orifices, et du coup, la problématique, c'était le repérage 3D, c'était pas la déformation du cerveau, qui était relativement petite quand on fait des gestes comme ça, mini-invasifs. Donc, les premières interventions, neurochir, l'orthopédie, et donc, dans ces cas-là, on s'intéresse à des structures anatomiques qui sont rigides ou considérées comme telles. Si elles bougent, on est capable de les suivre de manière assez simple. Alors, vous voyez sur la gauche de la diapo, par exemple, une image là où on voit qu'on est capable de mettre, par exemple, des systèmes pour suivre la tête du patient si elle bouge, ou des petits capteurs qui permettent de suivre la position des structures osseuses de la jambe si la jambe bouge pendant l'intervention. Et du coup, on est capable de mettre à jour un planning préopératoire de manière assez facile. Alors après, on s'est intéressé plutôt aux tissus mous, qui sont déformables, qui sont mobiles. Et là, la problématique est tout autre, puisque si vous faites une planification, il y a toute chance que votre planning, dès que vous commencez l'intervention, il soit plus valide du tout. Donc, soit vous êtes capable de tout modéliser de ces déformations, mais le plus souvent, ça n'est pas possible. Soit vous êtes capable d'acquérir des informations péropératoires en temps réel, de les traiter en temps réel et de manière robuste, puisqu'évidemment, la question de la sécurité est très importante, de la fiabilité, et vous êtes capable d'adapter le geste à cet environnement changeant. Donc, ce dont je vais vous parler un petit peu plus, c'est deux exemples. Un exemple sur lequel moi j'ai travaillé beaucoup, donc ça c'est sur la droite, c'est les problématiques liées à la prostate. Donc il y a un petit organe, on reviendra là-dessus, mobile et déformable. Et puis une autre problématique qui est plus le travail de mes collègues qui concerne ce qu'on appelle le brain shift. Alors le brain shift, vous en voyez une image ici. Quand on fait une intervention en neurochirurgie en ouvrant un peu le crâne, dès qu'on ouvre le crâne, le cerveau s'affaisse sur lui-même. C'est cet espace noir là qu'on voit dans l'IRM. Et du coup, le planning que vous avez fait juste avant sur votre IRM préopératoire, il est mort. D'accord ? Donc votre cible, elle n'est plus au bon endroit, les structures ne sont plus au bon endroit. Donc toute la problématique va être d'être capable de rendre compte de ces déformations, de ces bougées au bloc opératoire pour être capable de monitorer le geste afin qu'il soit safe, sécure, sûr d'un point de vue, sécurité et précis. D'accord ? Et puis, également, sur ces genres d'interventions-là, c'est plutôt des interventions liées à de la chirurgie du cancer, et donc on veut être sûr d'avoir enlevé toute la zone cancéreuse. Donc il y a l'aspect monitoring. Alors commençons par la prostate, un petit coup de rappel anatomique. Donc sur l'image de gauche, vous voyez la prostate qui est... Alors ça m'embête de ne pas avoir... Je
vais essayer de vous montrer où est. Non, c'est pas mieux. Ah, bon. Alors, je vais tenter ma chance avec le laser, mais mon problème. Alors. Donc, la prostate, c'est une petite châtaigne au-dessous de la vessie, en avant du rectum, qui intervient dans les fonctions, voilà, merci, urinaires et sexuelles. Et donc, bon, sur l'image de droite, c'est pas très important, elle est découpée en zones, mais ce qui est important, typiquement, c'est qu'il y a des zones qui sont plus propices au cancer que d'autres. Et donc, la chose qui va nous intéresser, c'est effectivement le cancer de la prostate. Et alors, c'est des chiffres que peut-être vous avez déjà vus ou entendus 1000 fois pour ceux qui sont un petit peu dans le domaine médical, mais donc c'est un des grands cancers pour l'homme, dans nos pays en particulier. En France métropolitaine, vous avez des chiffres, 50 000 nouveaux cas. Alors, je pense que si on ajoute les Caraïbes, c'est beaucoup plus parce qu'ils ont une prévalence beaucoup plus grande dans ces îles. Mais vous voyez que c'est le premier cancer en termes d'incidence et le troisième en termes de nombre de décès. Et c'est quand même un cancer qui peut se traiter assez bien, qui le plus souvent est assez lent à l'évolution, puisqu'il apparaît plutôt chez l'homme âgé en moyenne. Alors, il y a plein de choses qui permettent de faire le diagnostic. On utilise... Alors, j'ai mis entre parenthèses l'IRM, l'examen IRM, mais de plus en plus, ça devient un standard également pour le cancer de la prostate. Mais ce qui, vous allez le voir, est la vérité vraiment qui aide à prendre la décision, c'est les biopsies et c'est l'examen histologique des biopsies. Donc on reviendra là-dessus parce que c'est une des problématiques à laquelle je me suis intéressée. Et puis il y a plein de traitements, quoi, où il n'y a pas de traitement. Hein. On peut avoir le cas où il n'y a pas de cancer, ou bien c'est un cancer à très bas grade, très peu évolutif, personne très âgée. Donc on ne fait rien. Et puis après, on a plein de traitements. Alors, en gros, alors les chiffres ne sont pas d'aujourd'hui, mais gros segment, c'est, on va dire, 1/3 chirurgie où on enlève toute la prostate, un petit tiers de radiothérapie, et puis le reste après avec d'autres petits types d'interventions plus focalisées. Alors, ce qui reste quand même une grande difficulté, le fait de le faire focaliser. Alors, tout ça est basé sur plein d'images, donc forcément on aura à faire de la fusion d'informations. Alors, je vous ai dit, l'IRM a pris une grande place en termes de prise de décision thérapeutique. C'est surtout l'IRM qu'on appelle multiparamétrique, hein, c'est plusieurs séquences qu'on combine pour émettre une hypothèse sur la présence d'un cancer, et en général, toujours, quand on a une suspicion, comme ça on va quand même faire des biopsies derrière. Et puis après vous avez d'autres images, vous avez les images scanners plutôt en radiothérapie, les ultrasons qui vont être utilisés beaucoup pour tout ce qui est geste à faire sur la prostate, par exemple faire une biopsie, faire une cryothérapie, et puis des vidéos qui sont utilisées, des images vidéo pour de la chirurgie endoscopique. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de multimodalités, et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment chaque modalité permettent d'avoir des informations différentes. Par exemple, en vidéochirurgie, donc vous avez ces images de la prostate où vous voyez effectivement la surface des organes et des structures. Mais ce qui est extrêmement intéressant, par exemple, c'est de faire de l'échographie péropératoire en même temps, parce qu'il y a certaines structures que vous ne voyez pas et qui sont extrêmement critiques. Donc la fusion d'images est très importante. Alors, les besoins cliniques, je les ai déjà un petit peu dit, on veut améliorer le diagnostic, éviter le surtraitement, hein, c'est les grandes polémiques qu'il y a, c'est on traite trop de patients avec des cancers qui sont pas, dont l'évolution est lente, et du coup souvent les gens sont plus embêtés par les effets secondaires de leur traitement que par le cancer qu'ils avaient. Je le dis un peu rapidement et un peu schématiquement, mais c'est le sujet du débat. Et donc l'idée, c'est de mieux décider et de mieux faire après quand on fait des traitements. Donc on va avoir besoin d'assistance pour les traitements d'image, pour la réalisation du geste, pour la modélisation, la simulation.
Donc je reviens un petit peu aux biopsies. Donc on prélève des petites carottes de tissu qu'on regarde au microscope pour voir l'architecture des cellules et savoir s'il y a présence de cancer ou pas. Et donc c'est un examen qui est très spécifique. Donc quand on voit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose, mais pas sensible. C'est-à-dire si on voit rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. D'accord ? Donc souvent il y a des faux négatifs qui conduisent, il y a toujours des symptômes, à des rebiopsies, etc. Ce qui est extrêmement stressant pour les patients. Et donc ces biopsies, on va les faire sous contrôle échographique. Donc je remets ma petite image de prostate. On utilise une sonde échographique endorectale et donc on va faire une image de notre prostate. Et vous voyez, ou vous ne voyez pas très bien, mais il y a donc sur l'image échographique la prostate. Et donc il faut se repérer avec un objet, une châtaigne, je vous ai dit, qui est un petit peu rond, donc un plan dans un truc rond, c'est assez difficile de savoir où on est dans l'espace. Et donc toute la problématique du clinicien va être de bouger sa sonde échographique pour aller localiser les zones où il va faire les biopsies et se faire une représentation mentale de ça. Alors, une des problématiques, c'est que le cancer, il ne se voit pas dans l'échographie, donc on ne sait pas forcément là où on doit aller, en tout cas on ne le voit pas. Et très souvent, à cause du fait que le cancer n'est pas visible, on fait ce qui s'appelle des biopsies randomisées, donc typiquement on en fait 12, en France c'est 12 en général. Et à cela, si vous avez une IRM où vous avez vu une zone suspecte, vous allez en rajouter quelques-unes en plus dans cette zone suspecte. Mais vous voyez déjà, il faut que le clinicien soit capable de se représenter ce que sont ces 12 positions et les réaliser avec cette image où on ne voit pas grand-chose. Et puis s'il a une IRM, il faut qu'il soit capable de mapper son information qui vient de l'IRM dans son image échographique pour bouger sa sonde. Donc ça nécessite vraiment une représentation de l'espace, du geste qu'on fait, qui est très bonne. Et vous verrez que on a observé, alors les gens jusqu'en 2008 où on a fait le système dont je vais juste vous parler, la représentation qu'ils avaient de leur geste, c'est un petit dessin sur un papier où il y avait les 12 biopsies, et puis ils cochent quand ils pensent qu'ils ont mis la biopsie au bon endroit. Mais ils ne voyaient pas du tout où ils avaient fait les biopsies. Et donc, quand on a fait l'évaluation de notre système, on a fait du post-processing des données et on leur a montré ce qu'ils faisaient. Et un certain nombre qui étaient des experts et faisaient des biopsies, pas très bien, donc vous verrez des exemples. Et c'était la première fois qu'ils avaient un retour visuel sur ce qu'ils faisaient. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? Alors, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a remplacé la sonde écho 2D par une sonde 3D qui ressemble à la même chose, c'est juste que la tête de sonde, donc un capteur ultrasonore qui bouge à l'intérieur pour produire une image 3D. Et donc ces volumes 3D, alors la prostate, non seulement elle bouge, quand vous bougez la sonde écho, elle se déplace, vous la déformez, et ce que vous voulez, en fait, c'est replacer ce volume déplacé et déformé par rapport à un volume de référence pour pouvoir cartographier vos biopsies. Donc ce que l'on voit dans la vidéo là que je vous montre, donc c'est avant un recalage. Alors même si vous n'êtes pas un roi de l'échographie de la prostate, on passe d'un volume à l'autre avant le recalage et vous voyez que les structures ne se correspondent pas. En fait, on voit que la prostate est vraiment dans une configuration très différente et elle est plus compressée dans une que dans l'autre. Et après recalage, eh bien, ce sont les deux volumes. Un volume a été déformé sur l'autre et vous voyez une assez parfaite continuité des informations. Et donc, ce que permet de faire ce recalage élastique qui est automatique et qui est assez précis, qui est millimétrique, on va dire, ou même un peu meilleur, il permet de replacer justement toutes ces biopsies, de les localiser par rapport à une cartographie, voire de fusionner l'IRM avec cette imagerie échographique. Donc on a développé ça depuis 2003 à peu près, avec en particulier une équipe clinique à la Pitié-Salpêtrière. C'était la thèse de Pierre Moser, qui est urologue, et avec le CHU de Grenoble-Alpes, ça s'appelle comme ça maintenant, mais Alpes partout.
Pour ceux qui ne savaient pas, Grenoble était dans les Alpes. Et donc ce dispositif a fait l'objet d'une industrialisation. Donc les méthodes de recalage 3D, 2D, alors qui ont été bien publiées, hein, parce que c'est une méthode assez élaborée, de recalage sans segmentation. La seule interaction qu'on demande à l'utilisateur sur le premier volume échographique, c'est de mettre une boîte englobante sur la prostate, et après les choses sont automatiques. Et donc ce dispositif de recalage a été industrialisé. Ils ont également industrialisé des algorithmes de recalage entre l'IRM et l'ultrason. On avait aussi travaillé au laboratoire sur un modèle statistique de prostate pour avoir un a priori de forme pour aider à la segmentation. Donc cet a priori de forme, il est utilisé pour faire une segmentation semi-automatique dans le produit de la société Quelis. Et vous voyez, voilà, c'est une entreprise qui a cru, auquel on a cru et qui a cru depuis 2006. Et donc, on est super ravis que le système soit utilisé en clinique de manière standard. Alors, ce que ça permet d'envisager, c'est justement de faire de la thérapie focale. Alors, par exemple, en chirurgie du rein, il y a une époque, quand vous aviez un petit truc au rein, on vous enlevait le rein. Maintenant, c'est standard, quand on a un petit truc au rein, on enlève le petit truc dans le rein et on laisse le reste du rein. Et la prostate, on continue à enlever la prostate, même si le cancer peut être hémilocalisé ou bien localisé dans une petite zone. Et donc, le fait d'avoir une localisation précise des biopsies peut permettre d'envisager plus raisonnablement de faire des traitements focalisés. Donc ça, c'est quelque chose qui rentre dans la mentalité des cliniciens maintenant, et c'est des choses qui commencent à exister. Par exemple, on fait des traitements de curithérapie ou des choses comme ça. Alors, un défaut de ce système, c'est que l'échographie 3D n'est pas instantanée. Vous ne pouvez pas avoir un volume 3D à 25 Hz. Et donc, on ne peut pas avoir, comme la navigation qui suit votre voiture en temps réel ou les systèmes de navigation chirurgicale qui suivent l'instrument en temps réel, là, on ne peut pas avoir un guidage en temps réel. On peut avoir, chaque fois que vous faites une biopsie, on fait un calage, on vous visualise où c'est, mais on ne peut pas vous aider à aller là où il faut aller. Et donc, ce défaut d'avoir de l'échographie 3D, on essaie de le compenser à l'heure actuelle en travaillant sur des nouvelles méthodes de recalage 3D, 2D. Donc, on a toujours ce volume de référence échographique qui peut être recalé avec une IRM pré-op, et on va obtenir des images ultrasonores en temps réel. Ça, c'est très facile. Et on va essayer de recaler cette information 2D avec l'information 3D. Alors, cette information 2D, elle est extrêmement pauvre, et alors on l'enrichit de différentes manières. Déjà, c'est du suivi, donc on sait où on était juste avant, et donc on peut inférer déjà un petit peu ce qui se passe. Et on va utiliser justement un petit suivi de la sonde échographique pour se faciliter le travail. Et donc maintenant, il y a plein de capteurs, comme ceux qui sont dans vos téléphones, des magnétomètres, des accéléromètres. Donc l'idée, c'est d'avoir ce genre de capteur, non pas un capteur à 20 000 euros qu'on met sur un dispositif pour savoir sa position. Donc voilà, c'est des méthodes, c'est work in progress, donc on combine des informations géométriques, de localisation, avec des descripteurs locaux d'informations visuelles pour arriver à faire sur calage 3D, 2D des images. Et là, on commence à travailler sur l'idée d'utiliser de l'IA pour avoir des a priori sur les trajectoires qui sont quand même très stéréotypées de la sonde écho. Alors, suivre la sonde écho, hein, c'est important, mais la prostate bouge dans l'image, donc ça ne suffit pas. Donc c'est pour ça que ce recalage, il est vraiment important. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, voilà, ça c'est les premières images, les premières visualisations de quelques séries de biopsies faites par des experts dans des prostates de patients. Alors, vous voyez à peu près ce que sont les prostates, c'est ce truc un peu rond avec des petites oreilles de Mickey en haut, là. Et donc, les points jaunes, c'est les 12 biopsies qui sont censées être réparties, 6 de chaque côté, de manière assez régulière. Et vous voyez bien que ce n'est pas le cas du tout. Des fois, il y a des gros trous, des fois, il y a un biais d'un côté, des fois, il y a des amas de biopsies à un endroit et pas du tout à d'autres.
Et du coup, si on manque des zones comme ça, eh bien, si le cancer se trouve à cet endroit-là, eh bien, on ne va pas le détecter malgré le fait qu'il soit là. Donc, vous voyez que même des experts n'avaient pas cette représentation du geste. Et ce qui était vraiment intéressant aussi, c'est que donc Pierre Moser, qui était le premier à travailler là-dessus, il a visualisé ces séries à lui de manière répétée, et on a fait des statistiques, et on s'est aperçu que sans aucune assistance, mais juste le fait d'avoir visualisé ce qu'il faisait, sur la seconde moitié de la série, il était déjà meilleur que sur la première. Et donc c'est comme ça qu'on s'est dit, il y a vraiment un intérêt, outre les systèmes de guidage, à avoir des simulateurs pour permettre aux jeunes cliniciens de se représenter ce qu'ils font quand ils font ce geste qui combine justement les images et des choses tactiles. Et on va développer un simulateur, donc c'est ce qu'on a fait. Donc je vais aller aussi vite que possible, je suis assez bavarde finalement. Donc on a des volumes échographiques qui sont issus de vrais patients qu'on a acquis dans le cadre de ces travaux. Et puis on va simuler un examen échographique, donc l'utilisateur va bouger une sonde fictive et la position de cette sonde va nous faire recalculer des images qu'on est capable de déformer pour rendre compte de la déformabilité des structures. Et on va être capable de lui simuler sa biopsie et de visualiser ce qu'il fait. Alors, sans entrer dans les détails, ce qui était intéressant, on a travaillé avec un labo des sciences de l'éducation de Grenoble, le LES, s'il s'appelle encore comme ça, d'ailleurs, je ne suis pas sûre. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que le simulateur, c'est pas uniquement produire des images, mais c'est tout un cursus pédagogique, c'est des scores et c'est des exercices qui sont faits en fonction des performances de l'utilisateur, sachant qu'il y a beaucoup d'exercices qui sont liés à être capable de comprendre dans les images échographiques ce qu'on voit, localiser les choses. D'accord ? Et donc voilà, donc on a travaillé sur ce dispositif-là pendant de longues années, un petit peu en parallèle de plein d'autres choses, et il y a eu plein d'évaluations avec différents utilisateurs, novices, experts, et des évolutions de ce simulateur jusqu'à la dernière version, qui est celle-là. Donc vous voyez ce qu'on a fait. Alors on a un petit système à retour d'effort, un fantôme omni, mais finalement on n'en avait pas vraiment. Au début on pensait que le retour tactile était important, mais en fait il est très peu important. En fait, le seul truc que les cliniciens sentent, c'est finalement la contrainte un peu anatomique de vous mettez la sonde dans le rectum du patient, donc la sonde est contrainte. Et il n'y a pas besoin d'un système à retour d'effort pour faire ça. Donc vous voyez qu'on a un dispositif avec une espèce de bague en silicone finalement qui donne une espèce d'élasticité qui est assez représentative de la réalité. Et là, le système haptique sert juste à capter la position de la sonde factice, mais on pourra le faire avec un dispositif bien plus léger. Et du coup, en fait, on est passé par un certain nombre d'étapes de simulation. Je vais arrêter ça. Alors, quand on valide un simulateur, il y a plein de choses. Il y a un réalisme vu par des experts. Il y a quelque chose de très important, la capacité à ce que votre score différencie un expert d'un pas expert, pour justement être capable de mesurer la compétence. Donc, là, par exemple, le premier score qu'on avait développé n'était pas assez discriminant. On l'a changé pour le raffiner. Et puis après, ce qui est extrêmement important, c'est de valider la capacité à apprendre, mais à apprendre à faire pour de vrai, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir appris à faire un truc en simulation. On peut être très bon en simulateur de vol, on n'est pas forcément capable de faire décoller un avion. Et donc là, c'était la dernière phase de notre expérimentation qu'on a fait l'année dernière, et 2 groupes. Un groupe formé de manière conventionnelle, donc par observation d'un expert, explication et tout ça, et puis un groupe qui pouvait s'entraîner sur ce simulateur avec un retour d'expérience. Et ce que vous voyez sur cette petite image, c'est que non seulement les étudiants qui ont appris sur le simulateur ont été capables de réaliser des biopsies, mais en plus, elles sont meilleures que ceux qui ont appris de manière conventionnelle.
Donc on a fait ça sur cadavre et l'évaluation du résultat était faite en aveugle par des experts, c'est-à-dire qu'ils avaient la cartographie réalisée, mais ils ne savaient pas si l'étudiant était sur le simulateur ou formé sur le simulateur ou de manière conventionnelle. Donc voilà, donc vous voyez que là encore c'était une longue histoire qui partait de cette idée qui était finalement un diverticule du projet initial. Au début on n'était pas parti pour bosser sur simulateur, et finalement on se rend compte que c'est un outil qui est extrêmement intéressant pour que les jeunes se forment à ces biopsies. Et ça l'est d'autant plus important que maintenant, l'idée, c'est de faire de moins en moins des biopsies randomisées et de plus en plus des biopsies ciblées. Et on fait de moins en moins de biopsies et du coup, apprendre sans faire, c'est difficile. Donc voilà le rôle du simulateur. Alors, j'ai encore combien de temps là? Waouh! Bon, accélération. Donc je vais sauter des choses. Oui, je voulais vous parler d'approches robotisées pour générer des trajectoires courbes avec des aiguilles flexibles. Alors peut-être quand même 2 mots. Et quand on enfile dans un tissu une aiguille biseautée, comme vous voyez en haut, le fait qu'il y ait des contraintes asymétriques sur le biseau de l'aiguille fait que naturellement, si vous enfilez votre aiguille horizontale, elle va avoir tendance à se courber. Alors plus elle est flexible, plus elle va se courber. Et puis ça dépend évidemment de la rigidité des tissus environnants. Alors ça, c'est un défaut, mais l'idée, c'est de jouer de ça pour pouvoir faire des trajectoires complexes, 3D, avec des trajectoires, avec des aiguilles qui, a priori, sont des aiguilles linéaires. Donc ça combine à la fois de l'imagerie, alors on doit faire de l'imagerie échographique temps réel, alors je vais quand même vous montrer cette image échographique. Vous voyez qu'on ne voit rien en fait, on voit très mal. Alors là, par exemple, vous voyez qu'il y a à la fois il y a des artefacts de l'aiguille elle-même. Là, ce qu'on voit, c'est on balaye un petit volume. Il y a des artefacts des tissus environnements. Et donc, il faut arriver à détecter de manière fiable, en temps réel, l'aiguille, sa position précise par rapport aux tissus, qui éventuellement bougent. Donc, il faut suivre les tissus dessus. Et on va replanifier en temps réel des trajectoires avec des méthodes qui doivent être super rapides, qui permettent d'optimiser ce geste. Donc voilà, ça c'est vraiment des sujets qui sont vraiment un petit peu chauds, qu'on appelle le needle steering, de planification de trajectoires pour des robots continus, des robots déformables en interaction avec les organes. Alors, 5-6 minutes du coup, je vais sauter le brain shift. Excusez-moi, et je vais revenir sur des choses générales. Si vous voulez savoir plus de choses sur le brain shift, je vous le dirai après, lors de questions, si vous le désirez. Alors, le message que je voulais essayer de vous faire passer en vous montrant un petit peu ces exemples, c'est en fait, souvent dans notre approche de travail, on part de questions cliniques. Voilà, un jour, un clinicien nous dit « Ah ben, je ne sais pas faire tel truc ». Alors, évidemment, des choses qui sont plus d'ingénierie, qui ne sont pas forcément de notre ressort. Et après, il y a des choses, voilà, on imagine des méthodes innovantes ou des dispositifs, technologies innovants, des nouveaux robots, des nouvelles choses, pour essayer de résoudre le problème qui nous est posé. Et puis, il y a toute une phase d'expérimentation, alors souvent avec plein d'étapes, plein de prototypes différents, parce qu'entre l'idée qu'on se fait, excusez-moi, et la chose finale, souvent il y a un monde, surtout quand il y a un versant très technologique. Et donc, voilà, on va faire des prototypes, qu'on va évaluer au labo sur des trucs en plastique ou sur des batteries d'images qui existent déjà. Et puis après, on va passer à des tests plus réalistes. Éventuellement, après, on va aller au bloc opératoire ou capter des images en radiologie qui montrent toute la diversité. Et voilà, il y a un continuum comme ça entre le problème clinique, la recherche, et puis après il faut l'industrie, et il faut, si on veut que les choses passent en clinique, il faut très vite l'industrie maintenant, parce que, vous voyez, quand on a commencé en 89 à faire le robot de neurochirurgie, on pouvait quand même faire, il n'y a pas tellement de réglementation pour faire des tests cliniques.
Maintenant, pour faire des tests cliniques, il faut que les choses aient un degré de finalisation qui est déjà très avancé. Et du coup, on a besoin d'avoir cette émulation avec des partenaires industriels assez vite. Donc, vous voyez, c'est un travail vraiment très de coopération entre des gens qui ont des cultures très différentes. Alors, c'est sûr que si on aime que les choses très théoriques ou rester au laboratoire, voilà, on va pas aller dans ce genre de choses où on va travailler juste sur des images radiologiques, mais c'est un petit peu un autre domaine. Alors, juste donc, cette équipe dont je vous parle des activités, elle est assez ancienne. Elle a été créée par Philippe Cinquin en 84. Vous voyez, ça fait déjà, il y en a qui ne devaient pas être nés parmi vous, certainement. Et donc, il s'est passé plein de choses. Il y a eu plein de choses qui ont été faites, plein de tests qui ont été soutenus, des entreprises qui ont été, démarrées par des étudiants ou par d'autres personnes pour valoriser nos travaux. Alors, à titre personnel, pour vous dire, donc, je vous ai parlé de Qualys, moi je n'ai aucun conflit d'intérêt, je ne participe pas du tout d'une manière financière à l'entreprise. Mais voilà, ce qui me revient de ces entreprises, déjà c'est des royalties qui reviennent au laboratoire ou à l'université ou au CNRS, et puis c'est le plaisir de voir les dispositifs utilisés sur des vrais patients, et puis comme je vous l'ai dit, le fait de mettre les choses dans les mains des cliniciens transforme leurs pratiques, génère de nouvelles problématiques, et c'est une espèce de cercle vertueux. Alors, du coup, juste quelques exemples. Je ne sais pas pourquoi il y a de la... Ah, excusez-moi. Ah, il manque des images. Je ne sais pas où elles sont passées. Donc, c'était juste quelques exemples là, de choses qui sont passées du laboratoire à des entreprises avec des nombres de patients. Vous voyez ce système de neurochirurgie. Donc, ce premier dispositif robotisé là, de labo, il y a eu environ 10 000 patients qui ont été faits avec ce dispositif. Et après, il y a eu une industrialisation. Là, je ne connais pas les nombres de patients. Mais du coup, c'était un grand succès sur ce dispositif. Des choses en chirurgie orthopédique. Alors, il y a juste une image, donc, mais c'est celle qu'il faut, des prothèses de genoux. Donc là, il s'agit d'améliorer en fait les résultats fonctionnels. Quand on met une prothèse, donc on remplace des bouts d'articulation, vous voyez là un genou, eh bien il faut que les axes mécaniques de la jambe soient respectés. Donc ça c'est très difficile à faire sans assistance. Et du coup là, le dispositif qui a été industrialisé, il a permis de démontrer ça sur pas mal de patients. Qualys, je vous ai déjà parlé de ça. Et puis on a plus récemment d'autres systèmes. Alors des choses un petit peu plus futuristes, on travaille sur des systèmes plutôt endocorporels. Donc par exemple, on parle beaucoup de microbiote intestinal à l'heure actuelle. Et donc l'idée, c'est d'être capable d'aller mettre des dispositifs implantés pour prélever le microbiote, pour avoir des informations précises, voire le modifier, agir dessus pour guérir certaines pathologies. Et plus près de nous et un peu plus loin de la biologie, donc on essaye d'aller un petit peu plus loin en termes d'autonomie décisionnelle des systèmes de GMCAO. À l'heure actuelle, les systèmes d'assistance, ils sont quand même assez bas niveau, c'est-à-dire c'est une assistance, mais elle ne prend pas de décision. Alors, il y a un petit peu des modifications, on a tous entendu parler des systèmes d'IA qui classent mieux, qui font un meilleur diagnostic que les radiologues sur certains exemples particuliers. C'est des éléments effectivement de prise de décision qui sont faits ou proposés par l'ordinateur, mais par exemple tout ce qui est en robotique, navigation, tout ça c'est très bête. Il y a peu d'autonomie décisionnelle. Et par contre, dès que vous allez vouloir mettre un robot, par exemple, implanté dans le corps du patient, eh bien, ce robot, il va avoir à prendre des décisions sur la base d'informations très locales et d'un planning global pour mettre à jour son planning et progresser et faire tout ce qu'il a à faire.
Donc vous allez avoir ces questions d'autonomie décisionnelle qui sont beaucoup plus pertinentes dans ce cadre-là. Et donc c'est un petit peu les perspectives qu'on se donne pour les années à venir, donc dans l'équipe, et puis en collaboration aussi avec nos partenaires du LABEX Camille, qu'on a eu la joie de voir renouveler pour 5 ans. Et je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à toutes les questions que vous auriez. Merci beaucoup pour ce très bel exposé. On a effectivement le temps pour quelques questions. Qui veut commencer? Il faut récupérer de la veille. Tout en haut. Attends le micro, s'il te plaît. Non, j'ai entendu. Alors, je ne sais donc, pas la si les question que je autres me ont entendu. posais, Moi, j'ai c'était, entendu. Est-ce que c'est parce que le contraste entre la prostate et les tissus environnants est suffisant pour détecter la prostate, ou bien c'est parce que vous ne l'avez pas présenté parce que finalement il y a des raisons? Alors, l'élastographie, on s'y intéresse, alors notamment sur l'application de needle steering. Alors, une des complexités, c'est aussi que de l'élastographie 3D ultrasonore, ça court pas encore les rues cliniques, on va dire. Mais c'est vrai que l'élastographie donne des informations de dureté des tissus, qui est même intéressant pour l'aspect diagnostique. Alors ça, c'est encore des choses en cours d'évaluation, parce que là encore, la sensibilité ou la spécificité n'est pas forcément excellente pour poser le diagnostic de cancer. Mais c'est vrai qu'avoir cette information d'élastographie, nous, par exemple, pour cette question du needle steering, alors, la plupart des papiers dans ce domaine-là, ils ont des belles expérimentations sur des beaux fantômes, bien dans un truc qui a des caractéristiques assez constantes. Dès qu'on commence à rentrer dans des tissus avec une élasticité très variable, ça marche évidemment beaucoup moins bien. Et donc, dans la méthode que je ne vous ai pas décrite, on prend en compte des informations élastographiques. Alors, pas forcément en temps réel, mais le dispositif, justement, est capable de prendre des spots d'informations élasto pour mettre à jour cette élasticité. Et par exemple, dans l'application de BrainShift, dont je n'ai pas parlé non plus, c'est également des choses qui sont utilisées, qui sont vraiment utiles. Dès qu'on a une modélisation biomécanique, par exemple, cet aspect BrainShift fait du recalage, déforme un modèle biomécanique avec des informations d'imagerie. Pour pouvoir avoir un modèle biomécanique patient spécifique, vous avez besoin d'avoir des caractéristiques d'élasticité et de rigidité des tissus. Et l'élastographie ultrasonore peut vous apporter ça. Donc là, effectivement, et l'intérêt, c'est que c'est de l'imagerie pair-opératoire facile, entre guillemets, d'utilisation, qui n'est pas encore très très courue, mais qui vraiment montre plein de potentiel. Une autre question? Bon, bah, je vous propose qu'on... Non, oui. Bonjour, merci pour la présentation. Bon, la question est peut-être un peu tarte à la crème, mais est-ce que finalement, donc on disait hier, une personne disait en robotique, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'intelligence artificielle, on est loin de ces technologies-là. Est-ce qu'aujourd'hui, notamment sur le traitement d'images que vous pouvez faire en temps réel, est-ce qu'il y a des choses un peu radicalement nouvelles qui sont en train d'émerger? Est-ce que ça impacte vos applications? Alors, sur l'aspect robotique, c'est vrai que les systèmes le système qui est le plus vendu et le plus utilisé, qui est le robot Da Vinci, c'est vraiment un prototype de choses très utiles, mais l'intelligence, c'est celle de l'utilisateur, pas celle du robot. Mais il y a d'autres dispositifs, par exemple, il y a un robot utilisé en radiothérapie, alors c'est pas de l'intelligence artificielle, alors tout dépend de ce qu'on met dans l'intelligence artificielle, hein, maintenant on met tout, donc l'informatique c'est l'intelligence artificielle, mais ce système de radiothérapie, il est capable de suivre la position d'une tumeur pendant la respiration du patient.
sachant que cette respiration est pas très répétable, elle l'est un petit peu, mais et donc dans ce système-là, vous voyez, une espèce d'apprentissage, alors avec des gros guillemets, hein, c'est pas un apprentissage profond, un truc comme ça, mais il y a ils font une espèce de phase d'apprentissage où ils corrèlent des mouvements extérieurs de la surface cutanée avec des mouvements internes des structures pour pouvoir inférer comme ça des positions extérieures. Donc il y a quand même des choses où il y a un petit peu plus d'autonomie décisionnelle que ces systèmes du robot Da Vinci. Et du coup, moi je pense effectivement ça pose tout à fait ce problème-là, qui est ce problème de si vous êtes en temps réel couplé sur ces données péropératoires, sans possibilité vraiment de contrôler la véracité des informations, quelle robustesse à votre système, comment vous êtes sûr que vous allez pouvoir prouver que c'est safe, etc. Alors après, sur l'imagerie, bon, il y a tout ce qu'il y a en IA d'apprentissage profond. Il y en a plein des proceedings à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il y a des choses extrêmement intéressantes, d'autres qui le sont un peu moins. Il y a un potentiel, mais je pense, voilà, il y a plein de choses qui sont au-delà de ces méthodes d'apprentissage profond, qui peuvent être utiles au geste du clinicien et augmenter un petit peu les capacités décisionnelles des systèmes GMCO. Une dernière question. Bon, bah, sinon, on va